18h16, vous écoutez votre grand journal du soir avec vous, Philippe Vandel, et on va parler politique et même géopolitique. L'Algérie vit actuellement une double actualité. Le pays a les yeux tournés vers le Conseil constitutionnel où doit être déposée la candidature pour un 5e mandat du président Bouteflika. Et dans le même temps, les rues d'Alger et d'autres villes du pays se remplissent de manifestants contre ce 5e mandat. Une contestation inédite depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans. Bonsoir Kader Abderrahim. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous êtes en relation constante avec des gens qui se trouvent en Algérie ou en France ou en Suisse, mais informés en temps réel de ce qui se passe dans le pays. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, officielles ou officieuses ? Eh bien, écoutez, sur le chemin pour venir à Europe 1, la chaîne de télévision An-Nahar a annoncé que Abdelaziz Bouteflika était donc officiellement candidat pour un 5e mandat à cette élection présidentielle. Donc c'est pas... C'est une info que vous nous donnez là, puisqu'il y a quelques minutes, on savait que des cartons avaient été déposés, dont on pensait que c'était des parrainages, et donc ça y est, c'est officiel, il sera candidat. En tout cas, c'est ce qu'annonce la chaîne de télévision An-Nahar, et ça va être difficile parce que sur le site du Conseil constitutionnel, il est indiqué que le candidat doit se présenter lui-même physiquement pour déposer sa candidature. Alors j'allais justement vous poser la question parce que j'ai lu qu'il devait physiquement se présenter et j'ai lu d'autres articles qui expliquaient qu'il n'avait pas besoin de se présenter lui-même physiquement et qu'il pouvait être représenté par quelqu'un d'autre. Qu'en est-il dans la constitution algérienne ? Alors la loi fondamentale, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de la faire appliquer et c'est lui qui dit sur son site internet, indique que le dossier, ouvrez les guillemets, doit être déposé par le candidat, fermez les guillemets. C'est très clair, c'est précis et on ne voit pas comment Abdelaziz Bouteflika pourrait déposer son dossier puisqu'il est toujours hospitalisé à Genève. Ah, il est toujours à Genève. C'est une information que vous nous donnez. La rue du Conseil constitutionnel a été fermée à la circulation depuis ce matin. Les journalistes parqués dans une salle, donc tout ça ne sert un peu à rien puisqu'il ne sera pas là, nous dites-vous. Non, il ne sera pas là, donc ce sera de toute façon dans la mesure où un autre candidat, le général Ali Ghediri, lui aussi a déposé ses signatures, mais l'a fait faire par son directeur de campagne. C'est peut-être une manière de créer un précédent et de dire qu'il doit y avoir une égalité de traitement entre tous les candidats. Donc il est peut-être probable même que Abdelaziz Bouteflika ne se présente pas lui-même. Dans quel état de santé, selon vos informations, se trouve le président Bouteflika ? Je n'ai aucune information là-dessus. Aucune. Une dépêche AFP annonçait qu'il avait limogé son directeur de campagne électorale, avant même de parler du fond de cette histoire, juste la forme. Est-ce qu'il est encore en état de prendre des décisions selon ce que vous savez ? Ça aussi, c'est très difficile de répondre. En tout cas, ce que l'on sait maintenant depuis 6 ans, c'est que son entourage immédiat, ses frères et sa sœur, qui sont les points de passage obligés pour toutes les décisions importantes. Et c'est par eux qu'il faut passer. En réalité, le gouvernement aujourd'hui expédie les affaires courantes, mais c'est vraiment le clan, la garde rapprochée du président de la République qui assure la réalité aujourd'hui du fonctionnement de l'État en Algérie. Puisque vous en parlez de son entourage très très proche, le président était cette semaine à Genève et on parle de tractation entre lui, son frère, le premier cercle pour le pousser à ne pas se représenter. En l'occurrence, non, me dites-vous, puisqu'il va se représenter. Mais que dites-vous de ces tractations ? Écoutez, j'étais jusqu'à encore quelques minutes de ceux qui pensent que la sagesse aurait dû conduire à un accord politique entre les différentes factions internes au régime pour trouver une porte de sortie. La porte de sortie, ça aurait pu être l'article 88 de la Constitution qui dit que si le Conseil constitutionnel vient à déclarer que le président de la République est empêché par maladie ou pour toute autre raison, cela reporte l'élection présidentielle. Et cela aurait pu permis à tout le monde de sortir par la grande porte, au régime de gagner du temps pour préparer une véritable élection présidentielle, et à l'opposition de s'organiser dans le calme, la sérénité, pour elle aussi préparer la prochaine campagne électorale. Malheureusement, il semble que ce soit une autre voie qui l'ait emportée. En même temps, si ce que vous dites est vrai, je me fais l'avocat du diable, ça fait du temps qu'ils ont le temps, pardon pour le pléonasme, de préparer cette élection. Ça fait 3 ans, si je ne me trompe pas, que le président Bouteflika n'est pas apparu en public. Ils avaient du temps pour préparer ça. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? C'est difficile de comprendre, c'est un système politique qui est extrêmement opaque. C'est difficile de savoir ce qui se passe entre ces hommes, quelles sont leurs rivalités, sur quoi elles reposent. En réalité, c'est un système dont la principale préoccupation, c'est de se pérenniser. C'est sa permanence, c'est son avenir. Donc toute leur énergie et toute leur intelligence sont mobilisées pour cela et par conséquent, le reste est totalement accessoire. Ajoutez qu'il y a une corruption aujourd'hui qui a atteint des sommets
inégalée jusque-là en Algérie, et qui fait qu'il y a des intérêts financiers parmi cette clique, ces clans, ces différents courants qui veulent absolument préserver leurs intérêts, et pour cela, il leur faut le statu quo. Vous voulez dire qu'il y a à la fois des militaires, des politiques et des oligarques, des gens qui sont notamment dans le pétrole, puisque c'est une manne avec le gaz de l'Algérie. Oui, il y a la rente pétro-gazière qui constitue évidemment une rente, et puis il y a tout le reste, il y a tous les marchés publics ou étrangers, il y a tous les monopoles d'État, donc ça constitue des sommes colossales, ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars, donc la place est bonne, et je comprends qu'ils puissent se battre pour que ceux qui sont assis à cette place la conservent. Pour autant, on oublie un peu tout ça, qu'il y a 42 millions d'Algériens qui, eux, ont décidé de jouer une toute autre partition, qui se mobilisent avec beaucoup de maturité politique. Jusque-là, il n'y a eu aucune violence, malgré plusieurs semaines de manifestations. Et je pense que l'annonce de cette candidature va leur redonner à la fois un sursaut et un regain d'énergie pour maintenir la pression sur le régime. On va parler évidemment de la rue dans quelques instants. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et que les gens n'arrivent pas à comprendre. On sait que le but de toute structure, c'est Henri Laborie qui nous a appris ça, c'est de se maintenir. Combien même veulent-ils se maintenir? Pourquoi n'arrivent-ils pas à faire des révolutions de palais, des révolutions en douceur, comme ça s'est fait à Moscou avec le Kremlin, où un premier secrétaire chassait un autre premier secrétaire, et presque en bonne intelligence, si j'ose dire? Mais aujourd'hui, c'est vrai que le parallèle avec l'Union soviétique est pas anodin. Je le fais souvent en disant que l'Algérie d'aujourd'hui, de Bouteflika en 2019, ressemble beaucoup à l'Algérie de la fin des années Boris Eltsine. C'est-à-dire où l'État s'est effondré, où il n'y avait plus d'idées, plus de projets, plus d'idéologie, et que c'était juste la lutte pour les places et la préservation des prébendes et des intérêts. On est exactement dans ce cas de figure aujourd'hui. Il n'y a pas d'homme fort en capacité d'écarter Bouteflika et son camp, et il a, au cours de ses 20 ans d'exercice de pouvoir, avec beaucoup d'habileté, il faut bien le reconnaître, écarté progressivement par petites touches tous ceux qui auraient pu soit constituer une alternative à son pouvoir, soit représenter une menace pour son pouvoir. Mais restons sur ce parallèle. Après Khrouchtchev, il y a eu Brejnev, ils ont réussi à s'entendre, ils ont réussi à se mettre d'accord. Pourquoi en Algérie, cette chose-là n'est pas possible? Parce que le Parti communiste d'Union soviétique fonctionnait de manière collégiale. Les décisions se prenaient de manière collégiale. En Algérie, on a aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Le FLN fonctionnait de manière collégiale. Il y avait ce qu'on appelait dans les années 70 un conseil de la Révolution constitué de 5 membres, et c'était dans ce cénacle que se choisissait en gros le chef de l'État. Et puis progressivement, les structures ont changé, ont évolué, et aujourd'hui, Bouteflika, c'est assez saisissant d'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir en 1999, l'une des toutes premières déclarations qu'il fait, c'est « Je ne serai pas un 3/4 de président, pardon. Je ne serai pas un 3/4 de président. » Donc c'est un homme qui a toujours eu une grande soif de pouvoir et qui a toujours mis à profit son intelligence, et il n'en manque pas, et son habileté pour renforcer et maintenir son pouvoir, ce à quoi il est parvenu 20 ans. Aucun de ses prédécesseurs, depuis l'indépendance de l'Algérie, n'a concentré autant de pouvoir entre ses mains. Vous parliez de la rue, on y vient. Que demande la rue? Est-ce qu'elle demande le retrait de Bouteflika ou une remise à plat du système et si ce n'est une véritable démocratie, une démocratie presque à l'occidentale, à l'européenne? Que demande la rue? Ah non, aujourd'hui, ça va bien au-delà de la personne du président. Depuis quelques jours maintenant, les slogans sont très clairs. Ils veulent vraiment un changement de régime et ils veulent vraiment un changement de république. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Algérie, en espérant qu'elle ne soit pas à nouveau violente. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de démobilisation. La difficulté, c'est qu'il faut que ce mouvement se structure, c'est qu'il faut lui trouver une expression collective. Donc ça passe par une ou des personnes, et pour le moment il n'en a pas, parce qu'il faudra bien à un moment donné un interlocuteur pour le pouvoir, pour pouvoir discuter et négocier. Mais parce qu'il n'y a pas de leader, comment se fait-il que l'opposition soit inaudible à ce point en Algérie? C'est une grande question. Aujourd'hui encore, ils ont été incapables de s'entendre pour faire un front commun et trouver un candidat unique à présenter face au candidat du régime. Donc ils ne sont pas à la hauteur des enjeux face à ce que leur demandent leurs compatriotes algériens. Mais c'est quand même une élection. Si Bouteflika se présente, comme vous semblez le dire, il aura face à lui 5 ou 6 candidats. Je crois qu'il y en a un cependant qui s'est désisté. Est-il possible qu'il perde, que le sortant perde? Est-il possible que se produise une victoire, si j'ose dire, à la Macron, d'un candidat qui faisait 1 ou 2% dans les sondages et qui arrive comme un sauveur? Je vois que ça vous fait sourire. C'est impensable? Non. Pourquoi c'est impensable? Là, en Algérie, les élections sont formelles, elles ne sont pas réelles. Le score, il se négocie, le résultat se négocie avant entre l'administration et le candidat. C'est-à-dire que les urnes sont bourrées? Évidemment.
Évidemment, donc les Algériens ne participent plus à cela depuis très longtemps parce qu'ils ne croient pas. Il y a une désaffection totale pour la politique, mais il n'y a pas de désaffection pour l'exercice de la citoyenneté. Ça fait une nuance importante. 1 million, voire plus, de manifestants en Algérie. En France, il y a eu des manifestations un petit peu partout, des milliers de personnes en France. Quel est le poids des quelques 815 000 Algériens de France, les 815 000 inscrits sur les listes électorales en Algérie? C'est difficile à dire parce qu'ils votent très peu. Et en même temps, je pense que cette mobilisation des Algériens de France ou des binationaux, elle peut surtout être entendue ici en France par le pouvoir. Ça peut éventuellement, par ricochet, avoir un effet utile. Mais vous voulez dire qu'à Alger, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à ce qui se passe en France? En tout cas, c'est pas ça qui pèsera sur le cours des événements. Merci beaucoup Kader Abderrahim. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Maghreb, maître de conférence à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.